Bien, bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont restés tard et puis merci pour votre accueil. Alors, c'est le titre de ma présentation, la progestérone pour le meilleur et pour le pire, c'est Jamal qui l'a choisi. Et elle devait s'intégrer après celle de Nikos sur le corps jaune, mon amour. Donc, j'avais choisi de développer essentiellement le pire. Alors, la progestérone... Hop, oui. Alors la progestérone, donc c'est l'hormone centrale de la reproduction pour son rôle dans l'implantation et puis dans le maintien de la grossesse, tant du point de vue immunitaire que du point de vue mécanique. Mais elle a de nombreuses utilisations en reproduction. Donc la progestérone et ses dérivés sont utilisés essentiellement dans le soutien de la phase lutéale, mais aussi depuis peu pour bloquer le pic de LH dans les cycles où il n'y a pas besoin de transfert. Et puis les progestatifs antigonadotropes sont utilisés pour le traitement des fibromes symptomatiques, de l'endométriose, pour leur effet atrophiant sur l'endomètre et également pour leurs effets anti-androgéniques, en particulier l'acétate de cyprotérone dans le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, un des effets indésirables qui n'est pas souvent rapporté, c'est celui du risque de méningiome, qui avait bien été mis en évidence dès 2009 pour l'acétate de cyprotérone, parce qu'il existe des récepteurs à la progestérone sur les méninges. Puis ensuite, les enquêtes de l'Agence nationale du médicament avaient montré que c'était également le cas pour l'acétate de nomégestrol et de chlormadinone. Et là, au mois de mars, en France, on a eu un pavé dans la mare, car la NSM a émis un warning sur la progestérone naturelle, sur la dihydrogestérone, qui sont les molécules utilisées en AMP. Donc, ils ont relancé une enquête qui a conclu que certains progestatifs, comme la médrogestone, la promégestone et l'acétate de médroxyprogestérone, qui est la progestérone retard, étaient associés à un risque accru de méningiome, équivalent à ceux du nomégestrol et du chlormadinone, mais quand même plus faible que ce qui avait été observé pour l'acétate de cyprotérone, avec, comme dans les premières enquêtes, l'importance de la dose et surtout de la durée d'utilisation. Donc c'est pour les traitements au long cours et non pas pour les traitements ponctuels qu'on a en AMP, et puis l'effet de l'âge, puisque ces tumeurs augmentent avec l'âge. Donc les recommandations, c'est une contre-indication en cas d'antécédent de méningiome ou de méningiome existant de ces progestatifs. Avant de prescrire, il faut vérifier l'ensemble des progestatifs déjà utilisés et leur durée d'utilisation, et les utiliser à la dose minimale efficace et pour la durée d'utilisation la plus courte possible, avec une réévaluation régulière tous les ans de l'intérêt de poursuivre le traitement, en particulier lorsqu'on arrive à la ménopause, et bien sûr mettre en place une IRM cérébrale s'il y a des signes cliniques neurologiques qui peuvent faire évoquer un méningiome. Et faire une surveillance pour tous ces progestatifs associés à ce risque après 1 an de traitement, donc pas pour les traitements courts. Les traitements courts, ça sera uniquement s'il y a des facteurs de risque identifiés de méningiome, donc une radiothérapie encéphalique dans l'enfance ou une neurofibromatose de type 2. Et sinon, après 1 an de traitement, puis 5 ans après la première IRM et ensuite tous les 2 ans. Alors, heureusement, la progestérone naturelle dans cette enquête n'a pas été associée à un surrisque de méningiome, ni la dihydrogestérone, ni le stérilolévonorgestrel. Ce qui confirme bien ce qui avait été montré dans une étude suédoise où on ne voyait pas d'effet de la progestérone de la grossesse sur le risque de méningiome, puisque les femmes multipares n'avaient pas plus de méningiome que les nullipares. Et par contre, il y a quand même encore un recul insuffisant pour le Dienogest, car il est remboursé en France que depuis 2020, et les études de la NSM ne peuvent se faire que sur les molécules remboursées. Alors, en ce qui concerne le soutien lutéal en AMP, on a 3 situations très différentes, et je vais m'intéresser qu'aux 2 les plus pathologiques, qui sont l'absence de corps jaune, le cycle substitué, et puis quand il y a de nombreux corps jaunes, sur le cycle post-stimulation FIV. Alors,
bien que donc les protocoles de transfert d'embryons congelés donc ont été comparés au niveau de l'issue obstétricale et néonatale, et il est clair que donc ce cycle substitué, il est associé à plus de pathologies hypertensives, plus de prééclampsie, plus de macrosomie fœtale que le cycle naturel. Et à l'heure actuelle, donc, on recommande d'utiliser plutôt le cycle naturel parce qu'il semble important d'avoir un corps jaune fonctionnel pour l'issue de la grossesse. Donc ça a été établi, vous voyez, sur des très grandes séries de plusieurs dizaines de milliers de femmes. Et donc c'est également le cas dans le syndrome des ovaires polykystiques, même si les cohortes sont beaucoup moins importantes. Il y a moins de fausses couches, plus de naissances en transfert d'embryons congelés en cycle stimulé chez les PCO, moins de prématurité, moins de prééclampsie que si on utilise le cycle substitué. Donc même chez les anovulations, si elles ne sont pas trop difficiles à stimuler, il vaut mieux utiliser le cycle stimulé que le cycle substitué. Néanmoins, le cycle substitué était vraiment une sorte de modèle pour étudier le rôle des stéroïdes, en particulier de la progestérone, dans ces différentes voies d'administration, la voie orale, parentérale ou vaginale, et dans les différentes formulations qui sont utilisées pour apporter la progestérone, donc que ce soit la progestérone micronisée ou la dihydrogestérone, pour les voies injectables, la voie IM ou la voie aqueuse, et puis pour les voies vaginales avec les différentes formulations, les capsules, les gels, les comprimés effervescents et l'épaisseur. Et ça a remis complètement en cause le dogme que ce qui était vraiment très important, c'était la concentration intra-utérine. Et donc, il y a 30 ans, on pensait que vraiment la progestérone vaginale, du fait du premier passage utérin et de sa très bonne concentration dans l'utérus, était vraiment la meilleure progestérone par rapport à la voie intramusculaire qui donne des concentrations sanguines plus élevées, mais des concentrations utérines plus faibles. Et finalement, on s'est rendu compte que des taux bas de progestérone étaient associés à plus de fausses couches et moins de naissances, qu'on utilise donc de la progestérone par voie vaginale, c'est les études du haut, ou la progestérone injectable. Par contre, on n'avait pas de différence en fonction du taux de progestérone sur les taux de grossesse clinique évolutive et les taux de naissance si on avait associé deux voies différentes. Donc vraiment un rôle important du taux sanguin de progestérone en plus de la concentration utérine. Et donc lorsqu'on s'intéresse au taux de progestérone, donc l'avantage de la voie vaginale, c'est que l'absorption par voie vaginale est rapide, que le pic est obtenu en 6 heures et puis que le taux de progestérone reste stable pendant un plateau qui va durer plus de 24 heures et que l'état d'équilibre avec des prises répétées est atteint très rapidement en 48 heures. Vous voyez les chiffres de notre expérience qui montrent que les taux sont à 10 au premier jour, à 12 au deuxième jour et à 12 au troisième jour. Et puis, vous voyez, avec l'épaisseur et les gels, on voit qu'on a une augmentation des taux sanguins avec la dose, mais ce n'est pas proportionnel, parce qu'il y a une sorte de limitation de l'absorption vaginale. Et puis, sur le dernier petit schéma, il y a peu de fluctuations des taux sur 24 heures après les prises répétées, donc ce qui facilite vraiment l'évaluation du taux de progestérone. Cette année vient d'être publiée la première étude randomisée qui a comparé 600 versus 800 mg de progestérone par voie vaginale dans les cycles substitués. Elle n'est pas publiée dans une revue de reproduction, elle est publiée dans une revue de pharmacologie. C'est un peu dommage. Donc vous voyez, deux groupes de 281 patientes. Ça montre qu'avec 800 mg, on a des taux de progestérone moyens qui sont 2 nanogrammes plus élevés qu'avec 600 mg. Au lieu d'être à 12, on est à 14. Et puis, on a une augmentation significative du taux de grossesse clinique évolutive à 12 semaines dans le groupe qui a été traité par 800 mg. Donc, ça remet en cause l'AMM qui était de 600 mg, donc il vaut mieux utiliser 800 mg dans les cycles substitués, car ça va donner un meilleur taux de grossesse évolutive. Alors, les facteurs qui influencent le taux de progestérone, donc il y a des facteurs ponctuels comme les rapports sexuels, comme ça va pu être montré dans cette étude randomisée. Il y a le poids. Donc vous voyez dans l'étude de Belver, là tout à fait sur la droite, que les patientes qui ont des taux bas de progestérone en bleu ont des taux de grossesse évolutive qui sont plus faibles que celles qui ont des taux de progestérone élevés, et que le pourcentage de patientes qui ont des taux bas augmente avec le poids. Il passe de 27% pour les patientes de poids normal à plus de 44% pour les patientes obèses. Et puis les autres facteurs qui ont pu être montrés, en dehors du poids et des rapports sexuels, c'est la parité.
donc augmente le risque d'avoir des taux bas. Et puis l'origine non européenne, donc probablement c'était Facocha, donc des patientes d'origine africaine qui ont des fibromes, donc qui ont des pathologies utérines qui peuvent peut-être compromettre l'absorption. Et puis les Espagnols qui font des dosages de progestérone toute la journée ont montré que si on avait un dosage qui était fait le matin, les taux étaient plus élevés que si on faisait le dosage plus à distance de la prise vaginale. Donc les taux bas de progestérone mesurés au moment du transfert ou au moment du test de grossesse avec 600 ou 800 mg sont fréquents. Ça touche 25 à 50% des patientes suivant les études. Ces taux bas sont le plus souvent constitutionnels. On va les retrouver d'un cycle à l'autre chez la même patiente. Ils sont liés au poids, à la parité, à l'ethnie, plus des facteurs intercurrents comme les rapports sexuels ou des problèmes infectieux. Ils s'accompagnent d'une diminution de 40 à 70% des chances de naissance. Le seuil, c'est entre 9 et 15 nanogrammes par ml. Il est variable suivant les produits, suivant la dose, suivant la technique de dosage. Donc il faut établir le seuil dans son centre et prendre une marge de sécurité, on y reviendra. Ce seuil, il n'est pas valable pour la voie injectable. Le seuil, il va être plus élevé car il n'y a pas de premier passage utérin, donc probablement aux alentours de 20 nanogrammes par ml. Et pour le plafond, avec la voie vaginale, aux doses utilisées habituellement, il n'y a pas de plafond de progestérone qui soit délétère. Vous voyez la petite courbe là qui ne montre pas d'effet délétère de taux de progestérone élevé lorsqu'on a juste la voie vaginale. Donc, depuis, un certain nombre d'équipes ont développé des stratégies de rescue en cas de taux bas au moment du transfert. Et vous voyez qu'on a une efficacité sur les taux de grossesse évolutive et les taux de naissance vivante de l'ajout d'une autre voie d'administration, que ce soit de la progestérone sous-cutanée ou de la hydrogestérone. Et par contre, on avait montré une inefficacité de l'augmentation des doses de progestérone vaginale au moment du transfert. Donc, pour l'ajout de la progestérone injectable, donc vous avez là les deux études Princeps qui avaient été publiées. Il y en a eu d'autres depuis. Puis on a aussi montré qu'en augmentant les doses de progestérone IM, c'était également efficace pour sauver ces cycles avec des progestérones basses. Mais donc lorsqu'on met de la progestérone injectable, là la variabilité des taux de progestérone est très importante dans les heures qui suivent l'injection. Donc le moment du dosage par rapport à l'injection est très important. Et donc comme un certain nombre d'équipes contrôlent le taux de progestérone, certains se demandent si ces taux élevés de progestérone peuvent être délétères. Alors, il y a une étude là, qui a été publiée cette année là, qui s'intéressait à ça et qui montre que les patientes qui ont des taux de progestérone, qui ont reçu que de la progestérone vaginale, ou qui ont eu une rescue progestérone vaginale plus progestérone sous-cutanée, donc chez ces patientes-là, on ne voit pas d'effet délétère des taux élevés de progestérone, que ce soit dans le groupe que progestérone vaginale ou dans le groupe qui a eu également de la rescue, qu'on mette le seuil au 90e percentile ou qu'on mette le seuil au 95e percentile. Et vous voyez les différences très importantes de taux de progestérone que ça fait si on a eu que de la progestérone vaginale ou si on a eu de la progestérone injectable en plus. Néanmoins, il y a peut-être quand même vraiment un plafond de progestérone parce que dans cette étude où ils ont fait 2 périodes successives, une période où il y avait progestérone vaginale plus rescue et ensuite ils sont passés à de la progestérone injectable systématique pour tout le monde, donc 25 mg x 2 par jour. Et là, vous voyez que les patientes qui sont supérieures au 90e percentile, qui représentent 37 nanogrammes par ml, ils ont une diminution des taux de grossesse évolutive par rapport aux patientes qui sont entre le 50e et le 90e percentile, qui avaient, vous voyez, 2 fois plus de grossesse clinique et de grossesse évolutive que les patientes dans ce dernier range de taux de progestérone. Et ça avait été montré également dans une étude où il y avait beaucoup moins de patientes, là sur des plus petits effectifs, mais on voyait avec progestérone subcutanée 25 mg x 2 un effet délétère. Donc on a peut-être quand même un plafond de progestérone. La dihydrogestérone, donc on l'a utilisée en rescue, DJ1,
avec, pour les patientes qui avaient une progestérone inférieure à 11, on a montré qu'elle était efficace pour corriger cette diminution du taux de grossesse et du taux de naissance vivante. Depuis, il y a 2 autres publications qui sont sorties, où là, ils ont fait cette rescue qu'au moment du transfert de blasto, donc plus tard par rapport à ce qu'on avait fait, et ils retrouvent les mêmes résultats. Rajouter 30 mg de dihydrogestérone à la progestérone vaginale, ça permet de corriger la chute des taux de naissance des patientes qui ont des taux de progestérone bas. Alors, quand on donne la dihydrogestérone, on ne peut pas doser l'efficacité de la dihydrogestérone parce qu'elle ne croise pas avec le dosage de progestérone. Mais l'équipe de Georges Gressinger a développé un dosage de la dihydrogestéronémie et on retrouve le même problème. Les patientes qui ont des taux de dihydrogestéronémie bas ont 4 fois moins de naissances que celles qui ont des bons taux de dihydrogestérone. Donc, ça peut ne pas corriger pour toutes les patientes si elles ont aussi une mauvaise absorption de cette dihydrogestérone. Néanmoins, donc, comme on ne peut pas doser, certains se sont dit on pourrait passer à un soutien lutéal combiné systématique avec la dihydrogestérone. Et effectivement, donc, dans cette étude, pardon, je suis désolée, dans cette étude, ils montraient par rapport à la période précédente où ils utilisaient que la progestérone vaginale seule, ils avaient 5% de taux de naissance en plus. Néanmoins, sur la dihydrogestérone, il y a eu quand même des warnings. Il y avait une première étude qui avait été retirée de la publication. Donc même si dans les études prospectives randomisées sur les fausses couches, l'utilisation de la dihydrogestérone dans les menaces de fausses couches ou en FIV, donc l'étude Lotus 1 et l'étude de Lotus 2. Donc vous voyez sur 1000 grossesses où il y avait de la dihydrogestérone au premier trimestre par rapport à celles qui n'en avaient pas, on ne voyait pas de différence sur les malformations congénitales. Mais donc l'équipe de Cochin, à partir de la base de pharmacovigilance Vigibase, a fait une étude qui montre quand même une augmentation du risque des malformations congénitales, cardiaques et hypospadias quand on utilise la dihydrogestérone au premier trimestre. Ce n'est pas encore publié, ça a été présenté à l'ESHREM, mais quand même c'est un warning et je pense qu'il faut quand même faire attention et ne pas utiliser l'argamanu tant qu'on n'a pas de réponse sur cette question. Et puis le dernier point, c'est la stratégie d'ajustement des doses le jour du test de grossesse. Donc, dans cette étude, les patientes avaient un bon taux de progestérone au moment du transfert, mais c'était redosé au moment du test de grossesse. Et ils trouvaient donc 30% des patientes qui avaient à nouveau un taux de progestérone bas. Et dans ces patientes qui avaient un taux de progestérone bas, ils ont augmenté les doses chez certaines et puis pas augmenté les doses chez d'autres. Et vous voyez que lorsqu'ils n'ont pas augmenté les doses, ils avaient des taux de fausses couches vraiment très importants, les en bleu, et des taux de naissance vivante qui étaient bas. Et ils ont montré que pour avoir de bonnes chances d'avoir un bon taux de progestérone le jour du test de grossesse, il faut plutôt avoir un taux de progestérone le jour du transfert qui est aux alentours de 13,5, voilà, par rapport au taux de 10 qu'ils avaient mis auparavant. Alors ça, c'est peut-être lié au fait, la différence par rapport à ce que nous, on avait observé au moment du transfert, c'est peut-être lié au fait que ce pas les mêmes patientes, elles ont quand même une absorption qui est correcte. Et puis aussi, Elena Labarta avait montré qu'en début de grossesse, en cycle substitué, chez celles qui sont enceintes, on voit une augmentation du taux de progestérone. Donc peut-être qu'il y a une meilleure absorption par un effet vasodilatateur ou peut-être par l'action de l'HCG sur les surrénales ou sur la tête des petits follicules. Donc ça peut peut-être expliquer la différence entre ce qu'on avait observé et ce qu'ils observent dans cette étude au moment du transfert, au moment du test de grossesse. Je voulais aussi vous citer cette étude, je ne sais pas si vous avez le cyclogeste, mais l'équipe de Peter Humédan a montré que le cyclogeste, lorsque par voie vaginale on avait des taux bas de progestérone, si on rajoutait le même cyclogeste par voie rectale, on corrigeait la diminution du taux de naissance vivante. Alors, dans cette grosse série là, de 6000 cycles, ils ont pu montrer que ce cycle substitué optimisé donnait les mêmes résultats que le cycle naturel en termes de taux de naissance. Alors, est-ce que ça va aussi corriger les problèmes obstétricaux et néonataux? On n'a pas encore la réponse, mais c'est une voie qu'il faut évaluer.
Et puis, donc, lorsqu'on a de nombreux corps jaunes, donc là, je vais aller quand même beaucoup plus vite parce que ce qu'on sait, c'est que c'est lié à l'hyperestrogénie qui freine la LH et qui entraîne un corps jaune vraiment insuffisant et que ça aboutit au frisol. Que les mécanismes par lesquels la stimulation altère l'implantation, ça peut être l'augmentation précoce excessive de la progestérone qui va fermer la fenêtre d'implantation, mais c'est surtout le fait que l'hyperestrogénie freine la LH et que les corps jaunes ne sécrètent plus du tout de progestérone et que notre correction par l'apport du soutien lutéal, elle est insuffisante chez 30% des patientes et que ça va impacter les taux de grossesse. Alors, est-ce qu'on peut mesurer la progestérone en phase lutéale de FIV? Oui, on peut la mesurer, mais c'est vraiment pas facile à interpréter parce que vous voyez que pour un certain nombre de patientes, la sécrétion de progestérone reste pulsatile. Donc, à l'heure actuelle, vraiment, il ne faut pas le faire en routine parce qu'on ne saurait pas quoi faire, comment adapter, et qu'il n'y a pas de consensus ni sur le seuil, ni sur le moment où il faut doser. Mais ce qu'on sait, c'est que les déterminants du taux de progestérone en phase lutéale, ça dépend du type de déclenchement. Donc, le taux de progestérone va être plus bas quand on a fait un déclenchement par agoniste que par HCG. Et surtout, le déficit va être beaucoup plus rapide et plus profond. Ça dépend du taux de progestérone au déclenchement. Plus la progestérone au déclenchement est élevée, plus celle en phase lutéale va être élevée également. Ça dépend de la dose d'HCG utilisée. Plus on va utiliser une dose d'HCG, plus elle va être présente longtemps l'HCG et moins on aura de chance d'avoir un gap de progestérone tardif. Ça dépend du nombre de corps jaunes et puis on a un impact négatif. Donc surtout si on a une réponse forte avec plus de 20 ovocytes, c'est ce qui avait été montré pour le frisol. Donc on peut modifier ce soutien lutéal et donc on avait fait pendant le Covid l'apport de progestérone de façon systématique de dihydrogestérone en plus de la progestérone vaginale et on avait observé donc une augmentation des taux de grossesse. On peut aussi faire selon le taux de progestérone, mais bon, là encore, je vous dis, on peut pas, il n'y a pas de consensus sur les seuils ni sur le moment de doser. Mais dans cette étude, vous voyez, le dosage avait été fait à 9 jours post-ponction, donc au moment vraiment du gap de progestérone. Donc ils avaient pris un seuil à 10, donc c'est vraiment les patientes dont les corps jaunes sont morts et pour lesquels le soutien lutéal est complètement inefficace. Et vous voyez que chez ces patientes, lorsqu'ils rajoutaient de la dihydrogestérone, ils normalisaient le taux de grossesse par rapport à celles qui avaient des taux de progestérone supérieurs à 40. Mais vous voyez, celles qui avaient des taux entre 10 et 20 et entre 20 et 30, elles avaient aussi quand même des taux de naissance vivantes qui étaient plus faibles que chez celles qui avaient un bon taux de progestérone. Alors, dans le cycle Frey, il y a peut-être au moment du test de grossesse où c'est intéressant de doser la progestérone. Dans cette étude, ils avaient observé un certain nombre de patientes avec des taux de bêta-HCG élevés, mais des taux de progestérone bas. Et toutes ces patientes, vous voyez, avaient fait des fausses couches. Il n'y avait pas eu de naissance vivante qui sont en bleu. Et ça représentait quand même 10% de la cohorte. Donc, ça permet de repérer les patientes qui ont une faible absorption de la progestérone, mais un test préalable me semble quand même plus judicieux. Et puis, dans cette étude faite par mes collègues de Montpellier, elles ont montré que chez les patientes qui avaient un bon taux d'HCG, qui étaient enceintes avec un taux d'HCG supérieur à 100, donc J15 post-ponction, le taux de progestérone le jour du test de grossesse était corrélé aux chances d'avoir une grossesse évolutive ou au risque d'avoir une fausse couche. Et donc un taux de progestérone supérieur à 16,5 le jour du test de grossesse était associé à 12 fois plus de chances d'avoir une grossesse évolutive. Donc doser la progestérone au moment du test de grossesse, ça permet d'individualiser l'arrêt du soutien lutéal et donc les études avaient montré que si la progestérone est supérieure à 30 et que l'estradiol est supérieur à 300, c'est qu'on a des corps jaunes fonctionnels et qu'on peut arrêter le soutien lutéal. Donc finalement, ces deux situations les plus pathologiques, le transfert d'embryons congelés en cycle substitué et le transfert frais, ils sont associés à des complications néonatales avec plus de prématurité, plus de petits poids sur les transferts frais et puis plus de prééclampsie, plus de macrosomie sur les transferts d'embryons congelés en cycle substitué. Donc ça laisse présager qu'une phase lutéale perturbée, c'est une placentation perturbée et donc des problèmes sur les enfants.
Donc au total, mon message, c'est que la progestérone, il y a une fenêtre de progestérone pour l'implantation. Donc la progestérone, elle doit atteindre un certain seuil pendant une certaine durée pour que l'endomètre devienne pleinement réceptif et que l'implantation aboutisse à une grossesse évolutive. Si l'endomètre est un peu pré ou un peu post-réceptif, on peut quand même avoir une grossesse qui démarre, mais on va avoir des fausses couches. Et donc une utilisation plus rationnelle du soutien lutéal par progestérone est souhaitable en utilisant donc les doses et les durées minimales nécessaires, des voies combinées selon le dosage du progestérone plutôt que des associations de voies systématiques, qu'il faut limiter les TEC en cycle substitué vraiment qu'aux indications nécessaires. En présence de corps jaune, il faut probablement personnaliser l'arrêt du soutien lutéal au moment du test de grossesse en fonction de la vitalité du ou des corps jaunes à substituer. Je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle pour cette présentation très